Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur les bornes de recharge électrique et les risques incendies. Donc, on va voir les enjeux, les solutions, les outils pour réussir sa transition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi la société Swish, donc Grégory Roussel qui se présentera un peu après, et Laurent Rieu qui est maintenant colonel en retraite depuis peu, et qui va justement nous faire son retour d'expérience également et son retour de connaissance sur ce sujet. Juste avant de commencer, tant que tout le monde nous rejoigne un petit peu, je voulais juste m'assurer déjà que vous m'entendiez bien. Le son était OK. Vous avez un chat qui est à votre disposition pour poser toutes vos questions. Les questions seront traitées au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à en poser. Les intervenants sont faits pour ça. Ils sont là pour ça justement. Si vous voulez justement le support à l'issue du webinaire, où je vais vous mettre toutes les coordonnées, côté Platifier pour justement avoir le support pour faire sa demande. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon webinaire. Je vais laisser les intervenants du jour se présenter. Voilà, donc Laurent, tu te laisses la main. Laurent Rieu, donc en retraite depuis 3 mois, j'attaque le 4e et je suis, ancien, chef du groupement gestion des risques au SDIS de la Savoie, service départemental d'incendie et de secours. En gestion des risques, j'avais à la fois la partie, planification, les installations testées, une partie du tunnel, le suivi des établissements recevant du public avec une équipe d'une vingtaine de personnes et je suis intervenant à l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers, hein, sur la partie prévention. Merci Laurent. Bonjour à tous, moi je m'appelle Grégory Rouxel-Oldra, je suis responsable du développement chez Swish. Donc Swish, on a un opérateur en borne de recharge pour véhicules électriques. Donc on aide les acteurs publics et privés à déployer leur infrastructure de recharge à 360 degrés, donc que ce soit des bornes sur site, chez le salarié ou une solution d'itinérance. Et la particularité qu'on a et qui je trouve est importante, c'est on est électricien de 35 ans en haute et basse tension pour des clients tertiaires et industriels. Et donc, on a toutes les compétences en interne et on fait les travaux nous-mêmes. Donc, on délègue absolument rien sur toute la chaîne de valeur. Et de que sur le risque à incendie, vu le contexte et comment le marché de l'IRVE se structure, ça a quand même toute son importance. Eh ben, en tout cas, merci messieurs, d'être là, d'être présents et de participer à ce webinaire et de nous faire part de votre expertise. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent Arros, donc je fais partie de la société Platifier. Moi, je suis en charge du suivi des SDIS, partenaires, puisque je vous présenterai, rapidement, les outils qui sont mis à votre disposition gratuitement pour sécuriser, vos établissements à la fin de la présentation. Mais avant, on a 45 minutes devant nous, alors un petit peu moins maintenant, pour justement, avoir donc une analyse des risques, de la prévention et des techniques opérationnelles qui sera présentée par Laurent Rieu et on aura une partie sur le marché de l'IRVE, qui sera présentée donc par Swish, par Grégory. Et moi, je vous présenterai à la fin nos solutions pour limiter justement les risques. Alors, je vois que monsieur Gauthier n'a aucun son. Est-ce que ça concerne tout le monde ou pas? Monsieur Gauthier, je peux vous encourager à réactualiser votre page, parce que monsieur Février, lui, nous entend. Donc je pense que est-ce que d'autres personnes ont ce problème? J'attends qu'on me dise dans le chat pour pouvoir donner le image et son auquel de mon côté. Monsieur Gauthier, je vous encourage à réactualiser la page. Je pense qu'il y aura un replay qui sera accessible d'ici une semaine, donc long. Eh ben Laurent, je te laisse la parole. Merci. Bah, écoutez, c'était un plaisir de partager, avec, un professionnel comme Swish, hein. Donc, l'objectif de cet échange, hein, c'est, je dirais d'une part de rassurer et d'autre part de se dire franchement les choses puisque, en fait les voitures électriques, bah, ça devient, c'est quelque chose qui nous est imposé, technologiquement et politiquement, hein. Faut pas se voiler la face. Il y a des choix qui sont faits et on doit vivre avec. Et le monde des sapeurs-pompiers s'est toujours adapté à toutes les nouvelles technologies qui arrivaient. On se souvient malheureusement, de l'arrivée des voitures GPL et des accidents qui ont pu avoir lieu et après il y a eu des mesures de prise. Donc ce qui est dommage, c'est que des fois les textes vont moins vite que la technologie, mais bon, peu importe. Heu, L'idée, hein, et c'est vraiment d'échanger. Alors les voitures électriques aujourd'hui, c'est à peu près 2 du parc automobile en France.
Donc c'est peu, assez peu. Tu es en train d'augmenter, il va falloir quand même du temps puisque l'âge moyen du parc automobile, hein, est 11 ans. Donc ce qui veut dire qu'avant qu'on ait, des voitures électriques partout, il va falloir du temps. En Chine, où ils ont pris, les choses, différemment, ils ont beaucoup d'avance sur nous. Dans les grandes villes chinoises, il y a énormément de voitures électriques. Et en fait, la technologie des voitures électriques, elle repose sur des technologies de batterie qui sont très différentes, selon les constructeurs et des technologies qui sont en évolution constante. Donc ce que l'on vous dit aujourd'hui, c'est comme pour les ordinateurs, hein. On achète un ordinateur aujourd'hui, il est déjà périmé puisque le prochain est déjà conçu. Mais bon, donc toutes les choses évoluent et forcément donc, avec, cette évolution vers la voiture électrique, on a appréhendé des nouveaux risques. Et ce qui est intéressant quand on regarde donc, cette diapo, hein, c'est de dire que le parc augmente, la partie, totalement électrique, augmente. Après, on a quelques voitures, hydrogène. Quand je dis quelques, hein, c'est qu'en fait, des fabricants de voitures hydrogène, il n'y en a pas beaucoup, hein. Vous avez Hyundai et Toyota. Et ce sont essentiellement des parcs de taxis, notamment en Île-de-France, hein, avec l'entreprise Hype. Et donc sur l'hydrogène, l'hydrogène étant un mixte d'ailleurs, batterie électrique et hydrogène avec pile à combustible, hein. Et sinon, le parc important également, c'est les hybrides rechargeables où là, on a à la fois le carburant essence ou diesel et les batteries. En cas d'urgence, chaque seconde compte. Mais que se passe-t-il si les informations essentielles de vos bâtiments sont introuvables, inaccessibles ou obsolètes? Les secours ne pourraient donc pas en disposer pour intervenir plus rapidement et efficacement. Grâce à la solution digitale Batifire, les pompiers et autres services partenaires accèdent instantanément et gratuitement aux informations essentielles. Plans, contacts, consignes, points sensibles, bien à préserver en priorité. Notre module secours est toujours disponible, même hors connexion, afin d'apporter un service en toutes circonstances. Batifire, pour que vos bâtiments soient connectés au secours. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant. Donc, avec les zones à faible émission, je fais pas de politique, directe, hein, mais avec les zones à faible émission et les livraisons en centre-ville, on aura de plus en plus de voitures, mais y compris de poids lourds et de bus électriques, en centre-ville. Donc c'est un risque qu'il faut prendre en compte. Donc voilà Moi, pour je voudrais rajouter une chose sur le parc automobile français parce qu'on a quelques infos, puis avec, tous les événements qui participent, on voit un peu la chose évoluer vraiment durablement vers une massification là de l'électrification du parc automobile français. L'ADEME a un chiffre d'ailleurs, hein, elle estime qu'en 2030, 50% du parc automobile français sera électrique. Donc ça paraît être une augmentation rapide et on voit depuis le début de l'année là avec, le gouvernement qui annonce des sanctions pour les entreprises qui ne respecteraient pas leur quota de véhicules électriques. Que là on a une arrivée massive, des entreprises avec notamment le déploiement de la borne chez le salarié parce qu'elles sont en train de s'équiper massivement de voitures électriques. Et l'autre chose que je voulais dire, on a participé à un congrès qui s'appelle Connect Fleet à Deauville, fin novembre. Donc il y a tous les constructeurs qui sont là pour présenter leurs nouveaux véhicules aux gestionnaires de flotte, français. Et sur, 90 véhicules, il y avait 89 véhiculés 100% électriques. Voilà, donc ça donne quand même une différence, et ça donne le marché des entreprises, pousse fortement le marché des particuliers parce que, elles ont toutes la plupart des contrats de leasing sur 3 à 4 ans et au bout de 3-4 ans, la voiture se retrouve, sur le marché de l'occasion et le marché de l'occasion, fait énormément baisser les prix. Et donc là, vu qu'on a les entreprises qui s'équipent massivement, cette année en véhicules électriques, on peut estimer qu'en 2029-2030, on aura un marché, du véhicule d'occasion qui sera beaucoup plus faible qu'aujourd'hui avec beaucoup plus de volume et une structure, autour du reconditionnement de batterie avec des garanties appropriées qui est en train de fortement se développer en ce moment. Donc je pense que ça va quand même aller, assez vite, c'est que les pourcentages vont largement évoluer. oui, la courbe va être exponentielle, hein. 2035, il ne devrait plus y avoir de voitures thermiques en vente. En 2035, c'est 10 ans et effectivement je dirais l'État pousse, à ce que les entreprises s'équipent en voitures électriques, utilitaires et véhicules particuliers d'ailleurs,
de façon à ce que derrière, oui, au bout de 3-4 ans, quand les véhicules retournent sur le marché, ça puisse faire des occasions raisonnables en tarif. Ce qui est intéressant donc, sur ces véhicules électriques, en fait, c'est l'analyse, qui est faite, savoir si les voitures électriques brûlent plus que les voitures, diesel ou essence. Et en fait, on a, quand même quelques, pays qui ont fait des études, sérieuses, que ce soit l'Australie, la Suède, les pays asiatiques, hein, comme la Corée du Sud. Et en fait, heu, les voitures électriques ne brûlent pas plus, voire même moins pour l'instant, mais, là, il faut toujours relativiser les chiffres, puisque si on prend des chiffres d'assurance et quand on regarde en France, pour ce que je connais et ce que j'ai vécu pendant mes années de sapeur-pompier, le nombre de voitures, qui brûlent tous les jours est assez élevé et en fait, dans 90 mais là, c'est mes chiffres non vérifiés, donc très, très souvent, les voitures, sont sujets à des incendies criminels et non pas des incendies que je dirais techniques ou naturels. Ça, c'est pas la voiture qui brûle toute seule, en roulant. Donc les feux, inhérents au véhicule et par contre, on l'a vu, ces dernières années, enfin moi, en 30 ans de carrière, j'ai vu une évolution des feux de véhicules, c'est-à-dire qu'il y a tellement de technologies d'électronique et de connectique dans les voitures. Il y a plus de véhicules qui brûlent spontanément qu'il y a 20 ou 30 ans. Mais donc ce qui est important, c'est de se dire que, d'après les études qui ont été faites dans d'autres pays, en fait, les voitures électriques ne brûlent pas plus. Et si on prend l'Australie, donc on est à 0,1 % des voitures thermiques et 0,012 sur les voitures électriques. Donc en fait, le nombre d'incendies n'est pas, significatif. Le seul, c'est pas un bémol, hein, je vais pas dire ça, mais en fait, une voiture électrique, elle a plusieurs, points critiques. La première, c'est qu'en fait, quand on arrête une voiture électrique, elle continue je dirais, à fonctionner en interne, hein, avec des systèmes de refroidissement ou de réchauffage de la batterie. Donc elle s'arrête jamais vraiment. Et puis, on a cette phase importante de la recharge de la voiture, où là, on va ramener de l'énergie électrique, à un véhicule qui en a besoin. Et cette partie de recharge, et c'est pour ça que Switch va nous expliquer un petit peu quelles sont les conditions dans lesquelles ils installent les bornes et comment ça se passe. En fait, cette phase de recharge, elle est délicate puisqu'on ramène de l'énergie à une batterie qui, si elle est en défaut, ou si elle a des problèmes de température, va pouvoir, créer un départ de feu. Et côté sapeur-pompier, ce qui est le plus dérangeant au niveau opérationnel, c'est évidemment, heu, la façon d'éteindre, un feu de batterie. On va le voir un tout petit peu plus loin. Et en fait, donc, pour revenir sur cette diapo, donc les dangers, sur les bornes de recharge, c'est forcément, lié à l'énergie qui va passer dans les câbles. Donc quand les câbles sont mal dimensionnés et en borne professionnelle, il y a pas trop de soucis à se faire, mais quand on fait, les installations à domicile, là, je ne sais pas s'il y a des copropriétaires ou des gestionnaires de copropriété qui nous écoutent, mais, faites bien attention à des braves gens qui souhaitent, et moi j'ai vécu dans plusieurs copropriétés, des questionnements. «Ah bah, je vais tirer un câble depuis mon appartement jusqu'à mon garage qui est 5 ou 6 niveaux en dessous et puis je vais charger ma voiture dans mon garage en dessous». Bah non, ça se fait pas comme ça. Et aujourd'hui, la volonté de poser des bornes de recharge dans les copropriétés, se heurte à énormément de problèmes techniques et il faut absolument passer par des professionnels pour que les installations soient conformes et qu'elles soient dimensionnées comme il faut. Un câble électrique, hein, c'est comme un tuyau. Il y a un moment, un tuyau d'eau, il y a un moment où l'eau peut pas passer parce que le tuyau est trop petit, hein, donc la surchauffe des câbles, c'est une chose, les défauts de maintenance, c'en est une autre. Donc attention à tout ça et donc attention aux arcs électriques, mais bon, on va redétailler, juste après. Donc voilà pour la partie, risque sur les bornes de recharge. Spish parlera beaucoup mieux que moi. Et sur les conduites à tenir, bah, évidemment, tout est question de réactivité. Donc si on est en train de recharger sa voiture à l'extérieur, ben, on voit vite qu'il se passe quelque chose. Par contre, si la voiture charge la nuit à côté de la maison ou dans l'immeuble
pendant qu'on dort, il y a quand même un sujet de détection précoce ou non du début de feu ou de l'incendie. Donc après, les sujets d'évacuation, de regroupement des personnes, évidemment, aux alentours du sinistre, l'alerte des secours, bien entendu, et si possible, donc couper l'alimentation, isoler les véhicules proches quand on peut y avoir accès. Donc ça, c'est un point important. Et je vous disais, ce qui gêne le plus le monde des sapeurs-pompiers, c'est évidemment, avec ces technologies de batterie, la problématique non pas du véhicule qui brûle, parce qu'un véhicule qui brûle, qu'il soit en aluminium, en acier, en carbone ou avec plus ou moins de plastique, c'est à peu près toujours la même quantité d'énergie qui est développée sur un incendie, hein. C'est quand même 3 à 6 mégawatts de puissance de feu, un feu de véhicule. Non, ce qui gêne le plus sur la partie véhicule électrique, c'est évidemment les batteries, notamment les batteries au lithium, que l'on a énormément de mal à éteindre. Et là, c'est un partage de pages sur LinkedIn, hein, mais l'incendie d'une Tesla qui demande 45 mètres cubes d'eau pour être maîtrisé, oui, c'est un petit peu la réalité. Nous l'avons vécu en Savoie il y a quelques mois avec un feu au garage Tesla à côté de Chambéry où 13 ou 14 voitures sont parties en fumée. Forcément, les quantités d'eau à mettre en œuvre sont extrêmement importantes. Le délai d'intervention est important puisque la batterie, il faut qu'elle ait perdu intégralement son énergie interne pour qu'elle s'arrête de brûler. Et qui dit beaucoup d'eau, dit également des eaux polluées à récupérer ou pas, qui s'en vont dans la nature quand on est sur une route. Donc ce sont des sujets extrêmement prégnants pour les sapeurs-pompiers et pour les gens qui travaillent autour de ces voitures électriques, puisque en cas d'accident, une voiture électrique, la batterie peut se mettre en défaut et un feu peut démarrer tardivement. Et aujourd'hui, les garagistes ont quand même pour consigne de laisser les voitures électriques à l'extérieur après un accident, quoi. Donc il y a un sujet important. Mais après, en termes de quantité d'énergie, de développement du feu, c'est exactement la même chose. Et ce qui veut dire que quand on est en parc de stationnement souterrain, quand c'est en feu de voiture électrique ou en feu classique, les dangers sont importants. Et je voyais ce matin qu'en Espagne, il y a eu un sapeur-pompier décédé sur un feu de parking. Oui, c'est une réalité. Donc là, il y a vraiment des questions à se poser, mais ça va au-delà de l'électricité. Et sans doute que l'installation de bornes de recharge dans les parkings souterrains à l'avenir vont être soumis à l'installation d'extinction automatique à eau, puisqu'en fait, c'est la seule façon de contenir un début d'incendie et d'éviter une propagation et des dégâts sur la structure du parking. Sachant que l'obligatoire a pas attendu -2 déjà. Oui, mais le -2, en fait, ils mettent tous les bornes de recharge au 0 et au -1. Et en fait, un feu au -1, c'est la même difficulté. Et quand on voit les grands incendies de parcs de stationnement ces dernières années, il y a des atteintes aux structures, par exemple de Bordeaux, de Paris, place Vendôme, où à Bordeaux, on a quand même perdu, y compris la voie de tramway qui passait au-dessus du parking, quoi. Donc, parce que l'ensemble s'est effondré. Donc les images, elles parlent, mais en fait, une voiture, une fois qu'elle a brûlé, il ne reste plus grand-chose, mais qu'on soit chez Tesla ou ailleurs, c'est pas tant le fait de l'électrique. Les moyens évoluent aussi puisque pas mal de fabricants d'extincteurs et autres ont trouvé des solutions pour éteindre les feux de batterie. Mais malheureusement, au final, de toute façon, il faut que la batterie ait totalement libéré son énergie pour qu'elle s'arrête de brûler. Donc, pour l'instant, à part mettre de l'eau alors il y a des solutions qui existent, hein. On peut bâcher la voiture de façon à ce qu'on empêche le feu d'avoir de l'oxygène, de l'air. Ça fonctionne. Quand on enlève la bâche, après, il faut quand même l'éteindre. Et ça marche à l'extérieur, mais pas quand on est dans un parking souterrain, parce que le temps qu'on arrive, tout est parti. Et l'autre solution, c'est évidemment de noyer la batterie, la voiture. Mais là aussi, il faut pouvoir déplacer la voiture. Donc, il faut d'abord l'éteindre une première fois et après la laisser immerger le temps que la batterie se vide complètement. Ce sont des solutions dont quelques services incendies se dotent. Mais ça pose également le problème. Après, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette eau polluée? Qui la récupère? Et là, c'est pas gagné. Et puis, vous avez tous vu des feux d'usines de fabrication ou de conditionnement de batteries
C'est un sujet où vous retrouvez partout des flottes de véhicules qui démarrent pendant la charge, mais et c'est pas le plus gros risque, en fait. Et si la sécurité de votre bâtiment était consultable partout et tenait dans votre poche ? Fini les classeurs poussiéreux, les oublis, les doubles saisies, les recherches, les relances, les interrogations. Avec Batifire, centralisez toutes vos obligations réglementaires dans un registre de sécurité 100% digital, simple, intuitif et toujours à jour. Pilotez la conformité de votre patrimoine grâce à 13 modules complémentaires conçus pour vous faire gagner du temps, réduire les risques, renforcer la traçabilité et la collaboration. Batifire, passez au registre de sécurité nouvelle génération. Testez-le gratuitement dès maintenant. Et donc, voilà, je vous propose, c'est de passer à la partie, sauf si vous avez des questions, hein, parce que j'ai peu de questions pour l'instant. N'hésitez pas, il y a le chat, donc à nous poser des questions, mais sinon, je vais laisser la parole à Grégory sur la partie installation. Ouais, merci. Installation et marché de l'IRVE, parce que c'est l'IRVE, donc pour infrastructure de recharge pour véhicules électriques, c'est un marché qui est naissant, et c'est naissant, et ça a explosé très, très vite parce que ça a été légiféré. Et donc, comme tout marché économique qui est légiféré, c'est bien qu'il y a un enjeu commercial qui est assez important, et donc de nombreux acteurs vont se lancer. Moi, j'aime bien, enfin, ce marché de l'IRVE ressemble un petit peu au marché des télécoms avec l'arrivée d'internet, où ça a été une explosion économique assez importante, avec beaucoup d'acteurs qui sont lancés. Et on connaît un peu, tout le monde a déjà entendu parler, ou beaucoup d'entre vous, je pense, de la sous-traitance dans le marché des télécoms, qui va jusqu'à 5 niveaux de sous-traitance. Donc, le donneur d'ordre qui fait travailler un sous-traitant, qui fait travailler un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Et de là découlent de nombreux problèmes, non pas que économiques, mais aussi techniques, et des problèmes de risque. La grosse différence qu'il y a entre le marché des télécoms et le marché de l'IRVE, c'est que dans les télécoms, on a quand même une chance, c'est que le marché est contrôlé par 4 acteurs majeurs, qui sont des boîtes cotées en bourse et qui font pas n'importe quoi. Le marché de l'IRVE, il commence après le compteur Enedis, dans une partie privée. Donc c'est rapidement devenu le Far West. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, c'est un marché européen, mais ne serait-ce qu'en France, on a plus de 200 acteurs opérateurs en borne de charge pour véhicules électriques. Et il y a des gens qui démarrent, et il y a des gens qui ferment aussi toutes les semaines, avec tous les problèmes que ça pose pour des entreprises qui ont acheté des bornes. Il y a des fabricants de bornes aussi, qui ferment, on voit, et les gros, et les listes arrêtent les activités industrielles de recharge sur les bornes AC, de bornes lentes, de 3,2 à 22 kWh. Et donc, ce marché de l'IRVE, on a des gros acteurs qui sont positionnés, des acteurs de toute taille. Et la plupart des gens, en fait, qui répondent, c'est qu'elles ont une activité commerciale, et ensuite, elles vont sous-traiter à des gens qui sont parfois pas très qualifiés. Et nous, on a énormément d'exemples. On fait beaucoup de reprises de parc, de clients qui sont mécontents, insatisfaits de leurs prestataires parce que elles ont aucune réponse. À partir du moment où il y a le moindre problème avec une borne qui marche pas, qui est en défaut, ou même pendant l'installation, l'entreprise sous-traitant à des gens qu'elle ne connaît pas, ayant démarré son activité peut-être il y a 3 ou 4 mois. Attends, c'est à moi de bouger les styles peut-être, là, pardon. Voilà, on est là. On va avoir des problèmes entre la personne qui est dans un bureau et qui vend un service, un produit, et la personne qui est sur le terrain, qui fait partie de la même entreprise, et qui va et parfois pas qui n'y connaît rien, parce que il y a quand même des normes, mais faites-moi confiance. Je sais pas si certains d'entre vous, je voudrais bien faire un petit sondage tout à l'heure, si quelqu'un a déjà installé dans l'entreprise des bandes de recharge, et si elle a eu des problèmes. Mais nous, on rencontre des problèmes quasiment tous les jours, avec des clients qui viennent, qui arrivent mécontents. Et malheureusement, sur les bornes de recharge, il y a aussi énormément de matériel. C'est un peu comme le problème des batteries et des chargeurs.
les bornes sont parfois pas communicantes, peu communicantes, où le constructeur ou le prestataire qui a installé la borne refuse de laisser la borne communicante au nouveau prestataire qui arrive. Et donc là, la seule solution qu'on a, ça va être de remplacer la borne, malheureusement. La communication de la borne, ça va servir derrière à pouvoir contrôler son infrastructure. Donc savoir qui recharge, quand est-ce qu'il recharge, est-ce qu'il faut mettre un prix de revente pour cette personne. Exemple, en entreprise, vous allez avoir une borne de recharge et vous allez avoir différents utilisateurs. Vous aurez vos employés avec un véhicule qui appartient à l'entreprise. Ces gens-là, vous allez leur donner de l'énergie gratuitement. Vous allez avoir vos employés avec des véhicules personnels. Eux, vous allez peut-être pouvoir leur donner de l'énergie, mais pas gratuitement. Peut-être vos partenaires ou vos clients, quand ils viennent sur site, pareil, soit leur proposer un coût gratuit ou un coût de recharge différent. Et on a aussi des exemples avec des entreprises qui vont être multisites. On travaille beaucoup avec des entreprises de chez Vinci, qui travaillent beaucoup entre elles. Et donc, quand un véhicule de l'entreprise Vinci A arrive sur un site de l'entreprise Vinci B, il faut qu'il y ait un échange pécuniaire qui se passe entre ces deux personnes. Donc, c'est toutes ces choses-là auxquelles la supervision est importante. Et pour ça, il faut que les bornes soient communicantes. Bon, je me suis un petit peu égaré. Mais je vous invite, moi j'avais trouvé un document là du gouvernement qui s'appelle «Sous-traitance et maîtrise des risques», qui est assez drôle et il y a beaucoup de petits dessins comme celui de droite avec le technicien qui arrive et qui prend la machine à café pour le transformateur de l'entreprise. Donc voilà, moi si vous allez travailler avec quelqu'un, demandez-lui bien, comment ils installent et s'ils sous-traitent, ça peut ne pas être un problème, mais de leur demander leur process, avec qui ils travaillent, depuis combien de temps. C'est vraiment des questions qu'il faut creuser parce que le risque incendie, il vient de 4 facteurs. Le premier, ça va être un défaut produit industriel avec la batterie, la voiture ou la borne qui peut ne pas fonctionner. Ça nous arrive aussi. Le deuxième risque, ça va être une mauvaise installation, donc des installations qui vont être mal exécutées. Par exemple, un câble qui va être trop petit ou une protection qui va pas être assez grosse par rapport à la puissance de la borne. On travaille, nous, avec des groupes de concessionnaires automobiles qui ont des gros problèmes aujourd'hui parce que donc ces groupes, ils ont des marques de voitures différentes et en fonction des constructeurs, les constructeurs ont imposé des modèles de bornes différentes. Et aujourd'hui, elles ont un parc de bornes qui devient de plus en plus gros et dessus, elles ont peu ou pas du tout de gestion et elles n'arrivent pas à remonter les informations. Donc on arrive aujourd'hui sur des reprises de parc de plusieurs centaines de bornes et on se rend compte que l'électricien du coin, quand il a branché la borne, le câble est trop petit, la protection au tableau est pas la bonne et ils oublient souvent de faire des règles de calcul entre de mètres linéaires entre l'endroit où est le tableau et l'endroit où on pose la borne. Et ça peut avoir des conséquences sur la protection ou la taille du câble qu'on doit faire passer. Pour vous expliquer comment fonctionne un petit peu une installation IRVE, in fine, c'est pas très compliqué. On part à partir du réseau souvent Enedis en France. Donc de là, on arrive au tableau. Et au tableau, nous, on va poser une protection. Et ensuite, de la protection, on va dérouler un câble qui va arriver jusqu'à la borne. Et la borne va permettre d'alimenter le véhicule. En général, la plupart des bornes qu'on pose, c'est des bornes AC, donc c'est du courant alternatif. Et donc, c'est l'utilisateur lui-même qui va, avec son câble de voiture, se brancher directement sur la borne. Je sais pas si vous avez des questions sur toute cette installation. Donc, il y avait une question qui était sur Laurent, et Laurent a répondu dans le chat, mais après, s'il veut en rajouter un commentaire, c'était pour les parkings souterrains, quelle solution de protection électrique et des cyclates, donc Briardo, Sprinklage, Cassis, mais bon, moi, je te laisse dire ta réponse. Oui, 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 en fait, je voulais expliquer qu'il n'y a pas de doctrine définie, c'est vraiment adapté à chaque projet. Et puis, surtout, le guide sur les parcs de stationnement est en cours d'évolution au Bureau prévention réglementation incendie de la Direction générale de sécurité civile. Le tout, c'est que, vous savez, aujourd'hui, un parc de stationnement, il peut être relevé de la réglementation habitation, de la réglementation code du travail ou de la réglementation établissement revenu public. L'objectif, c'est d'avoir un seul texte à l'avenir et donc des solutions qui s'adaptent à tous. Mais forcément, Sprinklage ou Briardo, c'est à peu près les mêmes coûts d'installation et de maintenance.
Donc, le sujet, c'est le maître d'ouvrage qui va décider de la technologie qu'il va devoir employer. Merci Laurent pour ces précisions. Et nous, ce qu'on préconise en plus, si je peux me permettre, sur les parkings souterrains, ça va être le mieux, c'est de mettre des murs béton ou des portes coupe-feu et d'avoir un espace entre un véhicule électrique qui peut charger et des véhicules thermiques qui vont être garés. C'est pas très recommandé de garer des véhicules thermiques côte à côte avec des véhicules électriques qui chargent. Vous comprenez que s'il y a un départ de feu sur un véhicule électrique, avoir un stock d'essence juste à côté, ça peut qu'envenimer les problèmes. Donc en général, on demande au moins une place d'écart. Et après, il y a, comme vous le disiez, Laurent, il y a aussi maintenant des bornes incendie, n'importe quoi, des systèmes d'extinction, ouais, qui ont évolué et qui ont été créés pour permettre d'anticiper ou de réduire au maximum un départ incendie sur un véhicule électrique. Et l'autre chose sur directement le tableau électrique, souvent on préconise de mettre un bouton d'arrêt d'urgence qui va donc au tableau, sur le tableau, sur le TD, le tableau divisionnaire, vous allez pouvoir couper toutes les bornes d'un coup directement au tableau. Voilà. Et on a même des projets là dans des hôtels et en station. Enfin, je pense à quelques projets où on a proposé de mettre de l'extinction automatique uniquement sur les places où il y a les bornes de recharge. Ça coûte moins cher, mais ça permet quand même de limiter le sujet, puisque le client qui arrive à l'hôtel, il va vouloir recharger sa voiture pendant la nuit. Donc, il faut être équipé. Ouais. Donc, les risques incendies, vous en avez un petit peu parlé, j'en avais mis un petit peu aussi, mais donc il y a plusieurs causes. Il y a 4 grandes causes, hein, je les ai juste avant, mais il y a le défaut matériel, il y a le défaut d'installation avec une installation qui est mal calibrée, il y a le défaut d'entretien, il y a de la maintenance parce que des poussières qui vont se mettre ou des éléments qui vont s'abîmer avec le temps, avec de la corrosion sur des éléments de la borne, peuvent entraîner aussi un risque de surchauffe et un départ d'incendie. Et le dernier des cas, c'est le mauvais usage. C'est un câble qui va être sous-dimensionné. C'est beaucoup de départs de feu qu'on va avoir, je pense, à partir de cette année. Ça va être des départs de feu chez des particuliers qui vont brancher leur véhicule à une prise domestique. Techniquement, ça fonctionne d'avoir un 30 mA ou un 40 mA au tableau avec un courant de 220 volts. Sauf que les bornes, Legrand ou autres, ne sont pas faites pour durer sur des intensités maximales pendant 10 heures. Elles sont faites pour, si votre four, vos plaques, votre machine à café fonctionne en continu, il y a un risque que la prise ou le disjoncteur au tableau fonde et qu'un départ de feu commence et qu'un incendie puisse arriver. Donc, vous pourrez regarder sur Internet, sur YouTube, hein, il y a de nombreux exemples de prises qui ont complètement fondu ou de protections qui ont fondu au tableau. Et donc, moi, ce que je préconise, c'est d'interdire tout simplement de charger des véhicules électriques sur une prise traditionnelle, quand bien même c'est possible, ou alors mettre ce qu'on appelle une prise renforcée au tableau qui va limiter le risque de départ à incendie. Mais le mieux, c'est quand même de poser directement une borne. Vous allez avoir une protection supplémentaire sur ces risques d'usage. Donc, je vais pas tout vous lire, hein, vous aurez accès au document. Mais donc, le risque des châteaux des câbles, ça c'est sous-dimensionnement, risque de surcharge. Défaut d'isolement, pareil, c'est quand on met pas la bonne protection. Je n'ai pas créé comme les interne. Bon, moi, ce qui me rassure, hein, c'est que j'ai une borne à la maison. Oui, mais je suis tout fou, moi, parce que j'ai une maison en bois et je charge ma voiture électrique à la maison. Bon, je suis croyant pratiquant, en gros. Donc, le risque. Moi, je commençais à charger mon véhicule sur une prise domestique au garage. Et je suis tombé sur quelques vidéos où les prises avaient fondu, un départ de feu avait commencé. Donc, pour l'instant, j'ai pas mis de borne directement chez moi, donc je charge plus. Je vais directement sur une borne de recharge publique où je charge au bureau.
Je vois une question, une borne électrique sur son propre disjoncteur, c'est bien ça? Ah, c'est sur votre tableau, en fait. Donc, si vous avez de la place sur votre tableau, normalement, vous devriez en avoir. On va poser un différentiel et une protection supplémentaire qui vont permettre de gérer l'haute intensité de la borne. Donc, dans votre tableau électrique, on va rajouter un bloc, différentiel plus disjoncteur, ou parfois que disjoncteur, parce qu'on a des bornes dans lesquelles des bornes sont déjà équipées de différentiels. Et ensuite, on va faire partir un câble avec un chemin de câble, peut-être chez le particulier, mais plutôt un tube Hiro, donc un tube en PVC qui va protéger le câble et qui va courir. On va faire courir avec une protection le long d'un mur ou d'un plafond, et puis on va aller poser la borne soit à l'extérieur du garage, soit à l'intérieur du garage. Il y a d'autres questions aussi, c'est quid de l'entretien de la maintenance et vérification des IRE en ERP type PS? Ou Ouais, bah, je crois que c'est le ah non, ouais, il y a une slide là-dessus sur la Monsieur Cuvry. Après, sur l'entretien et les vérifications en parc de stationnement, en fait, il y a le code du travail qui s'applique en termes de vérification des installations électriques. Et en fait, c'est une vérification annuelle minimum, comme toutes les installations techniques d'une zone publique ou code du travail. Il n'y a Exactement. rien de C'est plus. comme pour une chaudière à la maison. Faut qu'un technicien agréé passe, ouvre la borne, vérifie le tableau, nettoie les éléments qui peuvent être corrosifs à l'intérieur du tableau, enlève les poussières, et teste la borne. Il y a bon, il y a beaucoup de mesures préventives, il y a beaucoup de et on est ISO 9001, ISO 14001, et il y a beaucoup de choses qui sont développées pour limiter le risque incendie ou pour le réduire au maximum. Je vous ai mis la photo d'un câble qui a été développé par Enedis, je crois. C'est un câble torsadé qui va permettre de limiter la propagation d'un feu en cas de départ, surtout dans des immeubles où on a souvent des conduits à la verticale, hein, où les câbles passent du sous-sol directement au plafond. Et quand un feu court sur un fil en cuivre à la verticale, il va tout de suite, ça va passer moi je me trompe Laurent, mais ça va passer du -1 ou du -2 au plafond en quelques minutes, voire quelques secondes. Oui, ce qui est important dans tous ces passages de câbles, qu'on soit à l'horizontale ou en verticale, c'est que chaque fois qu'on franchit une dalle ou un mur coupe-feu, et ben, en fait, on rebouche les trous autour du câble. Et il y a tout un tas de solutions pour reboucher les trous autour des câbles. Je n'ai pas le droit de vous citer des marques, mais il y en a vraiment des très bien. La mousse, soi-disant coupe-feu, il faut se méfier parce qu'elle a ses limites. C'est fait pour des tout petits trous et des petites quantités. Mais il y a tout un tas de solutions techniques pour rétablir le degré coupe-feu chaque fois qu'on fait un trou pour passer quelque chose. Et donc sur la maintenance, ouais, c'est comme je vous le dis, c'est comme chez vous, il y a une maintenance annuelle à faire. Donc pareil, quand vous êtes avec votre entreprise qui va vous vendre l'installation de la borne, vérifiez bien s'ils sont aptes et s'ils ont des bons partenaires, quand bien même ils sous-traitent, pour faire une maintenance et vérifier ce qu'il y a dans la maintenance. Je vous ai mis à droite, à nous, le document qu'ont nos techniciens qu'on a en interne et tous les points de contrôle qu'ils vont vérifier chaque année sur une borne. Et c'est important, c'est un des 3e cas de départ de feu, ça va être le mauvais entretien de sa borne. Donc juste important de vérifier que vous allez avoir, pour cet entretien, qui va être préventif ou curatif, hein, quand il y a un problème sur la borne, des gens qui sont agréés, qui connaissent le matériel. Nous, nos techniciens, typiquement, on préfère poser du Alfen sur des bornes AC, typiquement, c'est des matériels hollandais qui fonctionnent très bien. Il y a un très bon rapport qualité-prix, plus qualité que prix d'ailleurs. Mais nos techniciens vont se former directement à l'usine du fabricant sur l'installation et la maintenance des bornes. Donc ouais, quand vous posez une borne, important d'avoir un contrat de maintenance. est-ce que l'entretien est compris dans un genre d'abonnement ou faut un Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, généralement, pour vous donner notre cas, nous, ce qu'on propose, sur l'achat d'installation, on va avoir 2 formules. Soit une formule, vous achetez, vous en êtes propriétaire tout de suite, soit une formule comme une voiture en LOA. Vous allez pouvoir dépenser 0 au démarrage et vous allez avoir un loyer pendant 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va jusqu'à 10 ou 12 ans, je crois, qui va vous permettre de limiter. In fine, ça va coûter un peu plus cher, mais ça passera en charge et pas en amortissement dans les comptes de l'entreprise. Mais vous allez avoir une solution de financement facile parce que une installation, c'est de l'infrastructure et ça peut coûter cher.
Pour vous donner une estimation de prix, ça va de quelques milliers d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros, en fonction de combien de points de charge vous allez installer et surtout de la distance du point de charge par rapport au tableau. Et la complexité du chemin de câble entre le tableau électrique et l'endroit où on va poser la borne. Si on a par exemple 15 mètres de verlet, donc de... Grégory, tu as bugué, si tu nous entends. Laurent, c'est pareil de ton côté? Non, moi, ça fonctionne, donc C'est que moi. bon, non, Greg est coupé, hein, il y avait des filles du jeu qui... Et c'est bon, je suis revenu, je suis désolé. C'est le réseau du bureau. Ok, ouais. Donc, Donc, les entretiens dans du prix. ouais, mais en tout cas, sur le prix, pour limiter le prix, nous, ce qu'on préconise, c'est d'essayer de prendre les places de parking qui vont être les plus proches possibles du tableau, ou alors d'inventer de nouvelles places quand c'est possible, collées au bâtiment. Bon, voilà, il y a plein de solutions pour avoir des... Mais sinon, pour l'entretien, j'ai répondu un peu à côté. Oui, c'est compris dans un genre d'abonnement. Donc, la maintenance préventive et les services associés. Donc, les services associés qu'on a, nous, par exemple, ça va être cette suite logicielle capable de contrôler et de contrôler son infrastructure et de pouvoir décider des règles qu'on applique en fonction du type d'utilisateur. Ça va être une application pour les salariés qui va permettre de recharger au bureau, chez eux et en itinérance. Ça va être un numéro d'urgence disponible 24/7 avec un technicien au bout du fil qui peut aider vos salariés ou vos utilisateurs quand ils ont un problème. À savoir que plus de 80% des problèmes, on peut les régler au téléphone. Ça va être quelqu'un qui a du mal à enlever le câble, la bande qui s'est mise en défaut, donc il faut juste la redémarrer pour qu'elle fonctionne. Et les abonnements, pour vous donner un exemple, nous, ça va de 16 € à 11 € en fonction du nombre de points de charge que vous avez par mois et par point de charge. Et ça comprend l'outil de supervision, l'application pour les salariés, le numéro d'urgence disponible 24/7 et la maintenance annuelle des points de charge. Après, il y avait plusieurs questions qui portaient plutôt sur les assureurs. Est-ce qu'il y a des assureurs qui posent une réglementation sur ce point? Et est-ce qu'il faut prévenir son assureur pour l'installation s'il est déjà particulier? Donc, il y avait ces deux points-là pour l'assurance. Il faut non, il y a pas de problème aujourd'hui par les assureurs. D'ailleurs, chez un particulier en général, les grands assureurs aujourd'hui, il y a pas d'augmentation du tarif de votre assurance. Mais il faut effectivement prévenir votre assureur que vous allez installer tant de points de charge et telle marque. Le mieux, c'est de leur envoyer la facture acquittée dès que l'installation est faite. Là, je réponds à monsieur Malpièce, effectivement, la pose de bornes de recharge dans un ERP, parking ou donc, quand on est dans l'ERP, hein, quand c'est dehors, à l'air libre, on va rien dire. Après, il y a peut-être des questions d'urbanisme, je ne saurais répondre. Par contre, oui, la modification d'un ERP, ça demande un dossier d'aménagement, donc des dossiers d'autorisation de construire et d'aménager un ERP, un DACAM. Et donc logiquement, vous devriez faire une demande. Et en fait, ça permet, lorsque l'on étudie le dossier, de vous donner les bonnes recommandations pour l'installation des IRVE dans l'établissement. La commission de sécurité, elle est là pour vous aider, pas pour vous embêter. J'avais une petite présentation un peu d'entreprise, mais je l'ai déjà fait tout à l'heure. Donc, voilà, je vais redire en 2 mots. Nous, on est électricien depuis plus de 35 ans en haute et basse tension pour des acteurs industriels ou tertiaires. On est le seul, je pense qu'on est toujours aujourd'hui le seul opérateur de bande de recharge électrique qui pose une équipe d'interne, composée d'ingénieurs d'électriciens, mais aussi de développeurs pour la suite logicielle. Donc, du bureau d'études jusqu'à l'installation et la maintenance de la borne, on s'occupe de tout en interne, donc ça a plusieurs avantages, que ce soit sur le tarif ou les compétences, et vous aurez toujours au téléphone quelqu'un qui pourra répondre à vos questions. Moi qui suis plus sur la partie commerciale, on est nous aussi en tant que commerciaux formés sur la partie technique. Je dis pas que je suis un expert, j'ai quand même j'ai mes limites. Et la stratégie qu'on a nous chez Swish, c'est de développer des agences régionales et départementales avec des techniciens sur place pour être au plus proche de nos clients. Moi, typiquement, je fais partie de la région Nouvelle-Aquitaine. Je suis situé à La Rochelle. Et donc, on a le siège aujourd'hui est à Roissy en France, parce que le client historique de l'entreprise, c'est l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour la partie électrique.
Et on les agences aujourd'hui à Lyon, Toulon, La Rochelle, Lille et on est en train d'ouvrir Rennes, Strasbourg et Toulouse, en plus de l'Île-de-France. Mais on déploie déjà des bornes, partout, hein. On a posé des points de charge à Brest la semaine dernière. On n'a pas pourtant encore de bureau en Bretagne. Ça nous arrive aussi pour être tout à fait honnête, de faire un peu de sous-traitance. Ça doit représenter chez nous à peu près aujourd'hui 10 à 15% des chantiers, mais bon, c'est des sous-traitances qui sont faites avec des gens qu'on connaît, et les acteurs sont toujours choisis par notre bureau d'études et notre directeur technique, qui est aussi un des fondateurs de l'entreprise. Et mon petit Daillon, Greg, si tu veux mettre le site internet dans le chat. Et tu souhaites tes Ah oui, oui, je vous mettrai mes coordonnées après si vous le désirez, oui, avec plaisir, ouais. Si vous avez d'autres questions. Parfait. J'avais une petite vidéo, mais je crois qu'elle fonctionne pas. C'était pas tant pour montrer un client, mais on montrait la pose d'une borne. Pareil, si vous souhaitez, vous envoyez-moi un mail et puis je pourrais vous envoyer le lien après la photo, après le webinaire, pardon. Ouais. Et bah, merci. Moi, je voulais juste faire un aparté sur Batifire, qui est une solution gratuite sur un module secours, sur le dispositif justement pour améliorer les interventions et aussi sécuriser vos bâtiments. Nous, on a développé un module secours qui est totalement gratuit, qui permet normalement de donner aux forces de sécurité et de secours un maximum d'informations nécessaires à la bonne conduite des opérations pour assurer une meilleure sécurité et pour vous sensibiliser au mieux. C'est-à-dire en fait, en mettant à disposition des pompiers, des primo-intervenants, toutes les informations du bâtiment. C'est-à-dire on peut dire que dans un centre commercial, s'il y a un parking avec des IRB dedans, prévenir pour qu'en amont de l'opération, ils puissent justement se préparer et intervenir plus efficacement. En fait, pour vous expliquer comment fonctionne un petit peu plus Batifire, c'est que les exploitants disposent donc d'un espace dédié qui est totalement gratuit pour mettre les informations utiles de votre bâtiment, hein. Et les forces de sécurité et de secours ont accès à ces informations via une application mobile qui leur est propre, hein, qui est réservée uniquement aux forces de sécurité et de secours partenaires, qui peut fonctionner sans connexion. Et en fait, à l'aide d'un QR code ou d'une fonction recherche qui est apposée devant le bâtiment, ils vont retrouver toutes les informations du bâtiment. Désolée, il y a des travaux juste à côté. Du coup, c'est vraiment quelque chose de sécurisé. Cette application n'est pas accessible au grand public. Grâce à cette application et grâce aux informations que vous allez leur donner, ils vont pouvoir évaluer les principaux enjeux. Ils vont pouvoir disposer des plans ou en tout cas de voir si, par exemple, il y a des bornes de recharge dans le bâtiment, ou dans le parking. Disposer des conditions d'accès, avoir la liste des personnes à contacter, prendre connaissance des risques présents, etc. Donc ça, c'est totalement gratuit. Vous pouvez créer un compte dès maintenant pour mettre à disposition ces informations. Et en fait, pourquoi c'est gratuit et comment ça fonctionne? Donc ça, c'est les états du déploiement de notre outil, hein. Donc pour l'instant, on travaille avec ces 10 partenaires. Il y a également le GIGN qui a accès à ces informations pour tout ce qui est risque attentat. Mais voilà, le déploiement est en train de s'opérer et de grandir, en tout cas. C'est gratuit donc pourquoi c'est gratuit? Puisque notre modèle économique repose sur des fonctionnalités complémentaires qui sont payantes, heu, notamment les registres de sécurité dématérialisés. Donc vous avez 14 registres et dossiers techniques et réglementaires qui sont à l'intérieur de la solution. Le module secours est tout le temps gratuit, mais si vous voulez poursuivre justement, la dématérialisation, de vos outils, vous pouvez totalement, sous forme d'abonnement, le faire. Donc, je vous mettrai toutes les informations dans le chat si vous voulez justement contribuer à ce dispositif solidaire. Donc, pour connecter vos bâtiments, hop, je vous le mets tout de suite. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait des questions entre-temps pour Laurent ou Grégory? Non, je crois qu'on a fait le tour. De toute façon, je vous laisser tout en haut aussi les coordonnées de Batifire si vous avez des questions à l'issue de ce webinaire, enfin, pour avoir le support ou pour le replay ou autre. Je reste à votre disposition. En tout cas, le prochain webinaire sera le 12 juin sur préparer sa commission de sécurité en toute sérénité. Ce sera avec le lieutenant Simon Ruby du SDIS de Savoie, parce que nous, on est basé en Savoie et également à Mâcon, côté Batifire. Donc, j'espère vous y voir, nombreux également. Donc, je tenais à tous tous vous remercier. D'ailleurs, il y aura un questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé, qui prend quelques minutes.
Ça nous aide toujours à améliorer nos présentations, donc je compte sur vous pour le compléter. En tout cas, je tiens à remercier Grégory et Laurent. Est-ce que vous avez quelque chose? Merci à vous. Vraiment ravi. C'est bien, bah non. J'espère avoir apporté quelque chose aux participants. Oui, oui, c'est le but. Je pense que oui, en tout cas. En tout cas, il faut pas avoir trop peur, je pense. Les défauts matériels, ils sont un peu, c'est un peu logique parce que c'est une industrie qui est naissante, mais je pense que ça va aller de mieux en mieux. Il y a beaucoup d'innovations technologiques qui sont apportées de tous les acteurs. Et puis après, bah, il faut juste faire attention avec, je pense, qui vous travaillez et aux usages que vous, et aux usages voilà, aux usages, voilà. Les bons professionnels, les bons usages et puis normalement ça doit bien se passer. Donc parfait pour ce mot de fin alors. Merci beaucoup. On a dépassé de allez, 4 minutes. Ça va. Pas mal. C'est dire des fois. Il y a eu quand même quelques questions. Et à tous, belle fin de journée en tout cas. Bien, bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.